La semaine passée, on s'est arrêté sur l'histoire Il hante ma maison. Et l'histoire suivante, ça va bien, merci et toi? L'histoire suivante, c'est quels sont tes derniers souvenirs? C'est le titre de l'histoire. La question était on ne peut plus anodine et pourtant j'ai senti que son véritable sens m'échappait complètement. Mes derniers souvenirs, j'étais dehors, seule. La nuit venait de tomber. Coucou Véro, comment vas-tu? Trop contente de te voir. Euh, je me dirigeais vers une fête d'anniversaire, il me semble. Et oui, c'est ça, l'anniversaire de Nelly, ma meilleure amie. Au détour d'une ruelle, après quelques minutes de marche, j'ai aperçu sa maison. Je me réjouissais d'avance de la soirée grandiose qui s'annonçait. Mais soudainement, j'ai entendu quelque chose s'approcher et ensuite plus rien. Je me suis réveillée ici. Je ne savais pas depuis combien de temps j'étais prisonnière dans cet endroit. Je ne savais même pas où j'étais, à vrai dire. Je pensais avoir été enlevée, mais je ne savais pas comment, ni pourquoi, et encore moins par qui. Il faisait tellement froid et tellement noir que je ne distinguais absolument rien autour de moi. Ma seule compagnie était cette voix lugubre et pourtant si familière. T'inquiète pas, viens te détendre avec nous, Véro. Viens te détendre et si tu as besoin, n'hésite pas à me faire un message privé. Où suis-je? J'ai tenté d'une voix affaiblie par la terreur. Aucune réponse. Un profond silence s'est installé à nouveau. L'ambiance était oppressante et sans aucun repère pour m'orienter, j'avais l'impression de flotter au-dessus d'un espace insondable. La voix reprit la parole. Le 12 janvier 1952. Cette date te parle-t-elle? Cette question n'avait pas plus de sens que la précédente. Que voulez-vous que je réponde à ça? Je n'étais même pas encore née à cette époque. À moins d'avoir loupé une date importante durant mes vieux cours d'histoire au collège ou au lycée, cela ne m'évoquait absolument rien. Je ne comprends pas votre question, je lui ai répondu aussi sèchement que possible. J'avais peur, mais je n'avais pas l'intention de lui montrer. Je ne voulais pas que cette personne, quelle qu'elle soit, puisse prendre le dessus sur moi, d'une manière quelconque. Je n'avais pas la moindre idée de ce que je voulais, ni le pourquoi de ces questions. Tout ceci avait l'air d'un jeu, un stupide jeu à sens unique. Il a continué sans relever. Le 14 février 1905, le 23 août 1939, le 12 janvier 1952. Je ne voyais toujours pas où il voulait en venir. Ces dates devaient vraiment me rappeler quelque chose. Elles semblaient n'avoir aucun lien entre elles, elles ne renvoyaient à ma connaissance à rien de particulier. J'ai réfléchi, peut-être une allusion à mes parents ou à mes grands-parents. Le 14 juillet 2016. Mes pensées se sont arrêtées net. J'ai quelque chose qui s'est brisé en moi. Le 14 juillet 2016. Non, c'était impossible. Qui était cette personne? Comment pouvait-elle le savoir? C'était un hasard, c'était forcément un hasard. Mais je n'arrivais pas à m'en convaincre moi-même. J'ai senti les larmes monter malgré moi, mais elles refusaient de couler. C'était un accident. J'ai crié dans une vaine tentative de me justifier. Comme à chaque fois, cela fait beaucoup d'accidents. De quoi diable parlait-il? Ce n'était pas ma faute. J'avais beaucoup bu ce soir-là, jour de la fête nationale obligée, et il était très tard. J'ai quitté mes amis. J'étais vraiment dans un triste état. J'ai tout de même pris ma voiture pour rentrer chez moi. J'ai roulé, et il était là, en plein milieu de la route. Comment aurais-je pu l'éviter? Après le choc, je n'ai pas su quoi faire. J'étais submergée par la panique.
je me voyais passer le reste de mes jours en prison. Alors, il en était hors de question. J'ai donc continué. J'ai continué en le laissant sur le bord de la route, sans même descendre de ma voiture, sans même vérifier son état. J'ai continué mon chemin, sans un regard en arrière. Tu aurais pu le sauver. Beaucoup de choses auraient été différentes à l'heure actuelle. Mais quel est le but de ce jeu pervers? Me faire culpabiliser? Regretter? Demander pardon? Était-ce un parent de la victime ou alors la victime elle-même? Peut-être avait-elle survécu et cherché à me le faire payer. Si vous voulez vous venger, faites-le, mais arrêtez ce cirque. Ce n'est pas le but recherché. Mais que voulez-vous à la fin? J'ai de l'argent, plein d'argent, donnez-moi votre prix et oubliez-moi. L'argent n'intéresse malheureusement que toi, comme toujours. Alors relâche-moi. Je ne t'ai jamais retenu. La prise de conscience fut immédiate et en effet, bien que je ne voyais absolument rien autour de moi, je n'étais pas pour autant attachée à quoi que ce soit, ni même entravée par des liens. Non, la réalité était bien pire. Je ne sentais plus ni mes mains, ni mes bras, ni même mon corps. Qu'est-ce que... Parle-moi de Joseph. Joseph, mon ex-mari, qu'est-ce qu'il venait faire là-dedans? Je ne l'avais pas vu depuis plusieurs mois. C'était ce lâche qui avait orchestré toute cette mascarade. Il est vrai que je n'ai pas été très tendre avec Joseph suite à notre divorce. Je l'avais complètement ruiné pour être honnête, mais à quoi lui aurait servi tout cet argent? Il m'appartenait autant qu'à lui de toute façon. Certes, il était le seul à travailler dur, mais nous étions mariés après tout. Et je ne le voyais pas souvent, ça ne m'a pas aidé. Oui, c'est uniquement de sa faute s'il en est arrivé là. Tu n'apprends décidément jamais. C'est bien dommage. Je n'en pouvais plus de ces non-dits et de tous ces mystères. Cela me semblait que l'amuser. Alors à quoi bon? Je ne comprenais rien de ce qui se passait et mon tortionnaire n'avait pas l'air de vouloir me donner d'explication. Cette situation en plus n'avait aucun sens et ça devenait insupportable. Je voulais juste en finir, peu importe le but de tout ceci. Après un bref moment, il a de nouveau repris la parole. Qu'en pensez-vous? Cette question m'a glacé le sang. À qui s'adressait-il? Dans cette pièce, d'une obscurité écrasante, j'étais partie du principe qu'il n'y avait que nous deux ici. Mais plus le temps passait et plus j'avais cette désagréable impression que d'innombrables regards étaient braqués sur moi. J'étais au centre de l'attention, analysée et jugée sur toutes les coutures comme une bête dans un laboratoire. Je n'ai pas tardé à avoir la confirmation que nous n'étions pas seuls. De lourds murmures sont montés de cette assemblée invisible. De plus en plus, ils étaient nombreux et leur regard était pénétrant. Le silence assourdissant après est revenu, résonnant et faisant écho de tout mon être. C'est donc unanime, elle n'est pas prête? Très bien. Sur ces mots, il a allumé ce qui semblait être un énorme projecteur, brisant les ténèbres ambiantes et inondant la pièce de toute sa lumière. Le changement était brutal après tout ce qui s'était passé dans le noir et j'étais littéralement aveuglée. Mais je devais voir et je devais savoir qui était cet homme et à quoi tout cela rimait. Il m'a fallu quelques secondes pour me sentir prête. J'ai alors ouvert les yeux. La réponse était là, simplement devant moi, et j'ai enfin compris. J'ai commencé à pleurer, à crier même de toutes mes forces. J'ai supplié comme je le pouvais, mais il était trop tard, une fois de plus. Des chuchotements se sont fait entendre loin, très loin,
Puis de plus en plus proche, je ne sentais toujours pas mon corps, mais soudainement, j'ai senti ma conscience se faire écraser par une force inconcevable. Je ne pouvais pas lutter. Une douleur inimaginable, indescriptible m'a envahi. Chaque fibre de mon être était compressée, torturée, réduite à néant. J'essayais de hurler, mais aucun son ne se faisait entendre. Et au milieu de cette agonie, l'esprit embrumé de souffrance, j'ai entendu la voix de celui que j'avais pris pour un homme s'élever. Retourne d'où tu viens et apprends de tes erreurs. Ce sera ta dernière chance, nous nous reverrons. Et je me suis sentie partir. Et oui. Merci beaucoup David, c'est gentil. Si tu veux, chaque fois je fais du blond et je faisais des couleurs avec le blond. Et cette fois-ci, mon mari m'a dit: «Oh, j'aimerais bien que tu les laisses blonds, rien que blonds et tout». Donc du coup, pour lui faire plaisir, je n'ai pas fait de couleur cette fois-ci. Mais quand je referai le blond la prochaine fois, je pense que je ferai juste le bout de mes cheveux avec du violet. Pour dire d'avoir une touche de couleur, parce que je trouve que le blond, c'est vrai, ça adoucit le visage, ça rajeunit aussi. Mais pour moi, ça manque de couleur, tout simplement. Donc ça, c'était la première histoire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle était, entre guillemets, devant les juges. Apparemment, elle était entre, comme dans une EMI, si vous voulez, entre guillemets. Elle était presque morte et on l'a renvoyée. Comme un jugement, si vous voulez. L'histoire ici était plus petite, mais je ne suis pas un cours d'histoire, donc voilà. Histoire suivante. Cette maison est maudite. Gros bisous à tous, je passe faire un coucou plein de positif. J'ai le son bas, du coup je ne pourrais pas trop entendre ce que tu dis, Lily. Ma petite sœur fait dodo, mort de rire, je vous embrasse très fort. Des gros bisous, waouh. Je pense que son voyage était assez spécial, hein, voilà. L'histoire suivante s'appelle Cette maison maudite. Et vous allez voir que nous sommes dans le thème. Lorsque l'urbex est devenu populaire, j'ai cédé moi aussi à cette nouvelle mode. Avec le recul, je regrette amèrement d'avoir été aussi influençable, car aujourd'hui encore, je suis marquée dans mon esprit et dans ma chair par ce que j'ai vu, entendu et subi là-bas. Oh bien sûr, j'aurais pu mourir ou perdre totalement la raison. Mais j'ai eu, si je puis le dire, de la chance de pouvoir en sortir à temps. Eric n'a pas pu s'échapper, lui, et j'ai dû en quelque sorte le laisser sur place pour me délivrer de cet enfer. Je n'ai pas eu de nouvelles de ce pauvre gars depuis que je suis rentrée chez moi, et à chaque fois que le téléphone sonne en appel masqué, j'hésite à répondre de peur que ce soit elle qui m'appelle ou pire, lui. Je vis dans un petit appartement simple mais bien organisé. De toute façon, c'est tout ce que je peux m'offrir avec mon salaire d'équipière à McDo. Et je m'estime donc heureuse de mon sort. Avant, je passais mes jours de repos sur le net à naviguer d'un site à l'autre, me remplissant la tête de musique, de vidéos,
et autres programmes futiles qui vous lessivent véritablement le cerveau. C'est qui ce nouveau petit rien? Mais aujourd'hui, avec ces événements terribles, je me limite à la consommation de ma boîte mail, je l'ouvre, je regarde en vitesse, je trie, je la referme tout aussi vite, j'ai trop peur d'y voir un message anormal. Oh mais il a plein de petits surnoms, Rayano. Rayano et sa goutte. C'est au cours de l'une de mes navigations hasardeuses que je suis tombée sur une vidéo dont le sujet était l'urbex. Oui, je sais. Terme que je ne connaissais pas encore. Curieuse, j'ai cliqué sur le play. Madame petit chouchou. Déjà, moi, je l'appelle Loulou des fois. Where is Ryan? Cette idée m'a paru stupide au premier abord, mais malgré tout, suffisamment intriguée pour regarder jusqu'au bout. La vidéo montrait un groupe de potes qui avaient entrepris de visiter un asile abandonné en pleine nuit. Vous savez comment ça se passe sur YouTube, hein? On se laisse entraîner de lien en lien et l'horloge tourne plus vite que nos neurones, ce qui conduit inévitablement à passer plusieurs heures d'affilée collées à notre écran. Cette fois-ci, j'ai battu mon record avec plus de 5 heures passées à regarder des films amateurs plus ou moins effrayants sur la mode urbex. Et fatalement, j'ai failli par me dire que je pourrais peut-être me distraire en allant moi aussi me faire des frayeurs dans quelconque bâtiment aux murs fissurés et tagués. Mais comme je suis un peu flippette, j'ai décidé de trouver un ou plusieurs partenaires pour affronter les fantômes. Comment ai-je pu être aussi naïve? J'ai contacté les youtubeurs qui avaient publié les vidéos. Je leur ai demandé s'ils avaient encore d'autres projets de tournage. J'ai essuyé un nombre de refus avant de tomber sur Eric. D'ailleurs, petit aparté, si certains sont dans ma région et veulent venir avec moi en urbex, il n'y a aucun problème. Je suis complètement ouverte au fait d'emmener quelqu'un avec moi, mais une personne à la fois, parce que si je suis avec Nancy ou avec Lolo, être à 3, c'est amplement suffisant. Sa chaîne n'était certes pas la mieux fournie en vidéos de qualité, mais c'était le seul à s'intéresser à ma proposition. La seule condition était que je me déplace sur le lieu qu'il aurait choisi, car il ne souhaitait pas traverser la France pour se rapprocher de moi. Et moi, comme une grande nunuche, j'ai dit oui. Il aurait pu me violer, me séquestrer, ou pire, mais je suis allée chez lui sans me poser de questions. Je suis trop pipette. C'est donc armé d'un vieux sac rapiécé de mon mobile que j'ai parcouru les 700 km qui me séparaient de mon hôte. J'ai fait du covoiturage et tout le monde ou presque m'a dit que je ne devais pas aller chez lui sans le connaître. J'ai quand même fini par sonner au portail de sa propriété, épuisée mais excitée par la perspective de vivre une aventure hors du commun. Lorsque je me suis annoncée à l'interphone, le portail s'est ouvert sur une cour intérieure absolument somptueuse. Un jeune homme d'environ 25 ans s'est avancé vers moi en souriant. Il était plutôt mignon, maintenant que j'y repense. Pauvre Eric, il a été adorable avec moi et m'a donné le temps de me remettre de mon voyage avec un bon café et des gourmandises, puis il m'a installé dans une chambre qui faisait bien la taille de mon appartement. Ce n'est que le lendemain qu'il m'a parlé du lieu qu'il avait repéré pour notre prochaine exploration.
Il m'a tendu une tablette et s'est assis à côté de moi, tout en s'excusant de m'avoir bousculé. Et j'étais un peu gênée, je dois l'avouer. Il a fait défiler les photos d'une maison inachevée tout en m'expliquant ce qu'il comptait faire là-bas. J'adore le petit lapin d'Ouaou dans ses émotes. Je sais pas c'est à qui, mais il est trop beau. Tu vois, cette maison, c'est celle du père disparu. On l'appelle comme ça car l'homme qui l'a fait bâtir, enfin, qui a tenté de la faire bâtir, avait une fille handicapée qui se déplaçait en fauteuil roulant. Tous les étages étaient reliés par des rampes pour qu'elle puisse circuler en une autonomie totale. Mais lors de la construction, un ouvrier a été retrouvé mort. Selon les légistes, ce serait une crise cardiaque. Juste après, un autre ouvrier a glissé sur les débris. Sa chute l'a fait passer par la fenêtre pour s'écraser 15 mètres plus bas. Malgré les deux morts, le père a tenu à poursuivre la construction et lors d'une visite avec sa fille, celle-ci a voulu essayer une des rampes. Ah ben c'est cool ça. Je devais y aller en plus à 3. Je devais y aller à 3, mais après j'ai changé d'avis. Malheureusement, le fauteuil a pris trop de vitesse et la pauvre fille est elle aussi passée par la fenêtre et s'est tuée. Suite à ce tragique accident, le père a totalement disparu de la circulation et personne ne sait s'il est mort ou s'il a quitté le pays. C'est là-bas que nous allons demain, ma belle, et j'espère que tu aimes avoir du public car ce sera en direct. Un direct? Merde, tu aurais pu me dire ça avant quand même, me suis-je exclamé. Oh, ça va, excuse-moi, mais je pensais que comme personne n'avait eu l'idée de la visiter, ce serait plutôt cool de la faire en prime time avec une office en plus. Bon, ok, je vais jouer le jeu, mais tu n'as pas intérêt à me quitter d'une semelle dans ce taudis où je te tue et tout le monde profitera du spectacle. Ce que je ressentais était un mélange d'excitation, de peur, de voyeurisme lugubre, une véritable sensation qui avait chamboulé tout mon corps. Nous avons passé le reste de la journée à nous préparer, à chahuter, finissant au coucher de soleil sur la terrasse avec une pizza. Puis nous sommes allés nous coucher et je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le matin venu, je me suis arrangée du mieux que je pouvais, histoire de ne pas être plus effrayante que les fantômes eux-mêmes. Puis je suis descendue dans la cuisine où flottait une agréable odeur de croissant. Tu sais pourquoi tu sais parler aux femmes, toi, me suis-je exclamé, l'odeur me mettant l'eau à la bouche. Bonjour zombie, prête à affronter le direct, m'a joyeusement lancé Eric. Pour toute réponse, je l'ai bousculé d'un coup d'épaule et nous avons mangé en examinant les photos, une après une, avant de partir. Sur la route, Eric plaisantait tout en conduisant pendant que je filmais pour ses abonnés. Lorsque nous sommes arrivés devant le chantier à l'abandon, mon cœur s'est presque arrêté de battre. Je ne savais pas à quoi je m'attendais, mais sûrement pas à cette vision. La bâtisse ressemblait à un effroyable château se découpant dans la pâleur du jour naissant. Il y avait des tours en grand nombre, mais elles étaient inachevées ou effondrées. Et elles étaient toutes reliées entre elles par des blocs grisâtres. L'architecture elle-même semblait totalement délirante, sans aucun sens esthétique, et ni même la moindre logique. De quel esprit malade s'est sortie cette chose abominable? Eric a demandé de rester discrète si je devais lui parler,
car il ne voulait pas que les gens puissent nous entendre et donner l'alerte. Il m'a fait descendre de la voiture, puis il est allé se garer un peu plus loin, derrière les arbres. Le temps qu'il manœuvre pour mettre la voiture à l'abri des regards, j'ai entendu un bruit provenant de la demeure et j'ai immédiatement pointé la caméra dans sa direction. Une vraie flippette, je vous dis. Je pensais inconsciemment que je pouvais me cacher derrière l'objectif pour mettre un filtre entre moi et le monstre. En l'occurrence, c'était un abruti de lapin. Eric s'est rapproché de moi, manquant de s'étouffer de rire, et tous ses abonnés en ont bien profité. Puis nous sommes passés aux choses sérieuses et nous avons pénétré dans le premier bâtiment par un trou béant dans le mur. L'endroit était jonché de parpaings, de morceaux de ferraille en tout genre. Visiblement, des squatteurs y avaient cuvé leur bière et fumé leurs joints, en prenant même pas la peine de ramasser leurs déchets. Le début de l'exploration me donnait déjà la nausée. Nous avons marché un bon moment au milieu des ruines et des déchets de toutes sortes, nous filmant tour à tour pour tenter de rendre la visite plus sympathique. Mais Eric me faisait signe régulièrement pour me faire comprendre que le nombre de vues s'effondrait rapidement. Nous sommes entrés dans un bâtiment dont le plafond était en bon état et la pénombre nous a doucement avalés alors que nous approchions d'une première rampe d'accès. Honneur aux dames, m'a-t-il lancé. Il avait un sourire moqueur derrière sa caméra. J'ai haussé les épaules et je me suis engagée sur la rampe. Je me suis rendu compte qu'elle était bien trop pentue et que j'aurais facilement pu glisser sur un béton tout lisse. Pas étonnant que la pauvre petite fille se soit tuée, j'ai pensé. J'ai été tirée de mes pensées par une espèce de couinement. Eric a fait un tour complet sur lui-même pour tenter de localiser la provenance de ce bruit. Mais lorsqu'il a de nouveau pointé la caméra sur moi, il a reculé si violemment qu'il en a perdu l'équilibre et s'est effondré sur le sol. C'est quoi ce truc ? Je me suis brusquement retournée, il n'y avait rien derrière moi. Bon sang, ce n'est vraiment pas drôle de me faire ça. D'accord, excuse-moi, dit-il en riant, mais la chute n'était pas prévue, promis. J'ai saisi mon mobile pour découvrir que tous les abonnés étaient morts de rire, ce qui m'a finalement arraché un sourire. Mais alors que mon coéquipier se relevait à grande peine en ramassant tout ce qu'il avait pu faire tomber de ses poches, j'ai senti une vague odeur de fleurs pourries provenant de plus haut. J'ai commencé mon ascension sans penser un seul instant à l'état de l'ouvrage qui pouvait s'effondrer sous mon poids. J'étais comme attirée par ce parfum. Eric me suivait, caméra au point, attendant sans doute qu'il se passe un truc spécial. Un nouveau couinement s'est fait entendre et je me suis jetée sur Eric en lui arrachant la caméra des mains. « À ton tour de passer devant. On verra bien si tu feras encore le malin. » Il s'est dirigé vers la première pièce à l'étage et il est entré sans plus d'hésitation. Je lui ai emboîté le pas. La pièce était complètement vide. Eric semblait déçu, mais de mon côté, j'étais presque soulagée. Nous avons fait demi-tour et nous sommes sortis de la pièce pour découvrir que la rampe pour descendre n'était plus là. Et quand je dis qu'elle n'était plus là, je ne veux pas dire par là qu'elle s'était effondrée, mais qu'elle n'existait simplement plus. J'ai vu Eric se pincer fortement les lèvres, restant silencieux un moment avant de prendre la décision de retourner dans la pièce. Je l'ai suivi à l'intérieur et nous n'avons pas échangé un seul mot et nous sommes ressortis de nouveau pour constater que la rampe n'était toujours pas là. Définitivement pas là. Oui, plus de rampe. Très étrange, hein, Véro. Dis-moi que tu la vois, a-t-il murmuré. Je ne la vois pas, Eric.
Ce n'est pas possible, il y a forcément une explication logique. J'ai pris une inspiration. On fait quoi? Propose vite quelque chose avant que je ne pète un câble. On monte, a-t-il répondu. Il y avait en effet qu'une seule issue, une seule rampe, celle qui conduisait au deuxième étage. La situation était surréaliste et je commençais à me demander si nous n'avions pas été exposés à un gaz toxique ou à un champignon hallucinogène. Je continuais à filmer malgré tout, peut-être pour tenter de me rapprocher ou de me raccrocher à quelque chose de concret. Une bouée de sauvetage dégonflée. L'ascension fut longue. La pente était raide et à chaque pas, ça nous coûtait un énorme effort. Je me sentais comme asphyxiée et j'étais tenaillée par l'angoisse et une sueur glacée me coulait dans la nuque. Je me suis accrochée au semblant de garde-fou pour me reposer et j'ai baissé la tête un instant pour regarder en arrière. Je n'aurais pas dû. Tout en bas de la rampe, recroquevillée sur elle-même, se tenait une silhouette. J'ai senti tout le sang déserter mon visage. J'ai tenté d'attraper Eric par la main, mais ma main s'est agitée dans le vide pendant que mes yeux restaient rivés sur la silhouette. Eric, Eric, s'il te plaît, j'ai chuchoté. J'aurais voulu détourner le regard de cette chose, mais j'étais terrifiée à l'idée qu'elle puisse en profiter pour se relever et sauter sur moi. Un choc retentissant a bien failli me faire rendre l'âme. Un morceau de plâtre était tombé près de ma chaussure. Laure, viens voir, monte vite. J'ai rassemblé tout mon courage et toutes mes forces pour me lancer dans le simulacre de course désarticulée et grossière pour rejoindre mon compagnon plus vite. Je m'attendais à tout instant à sentir cette chose m'agripper par derrière, mais rien de tel ne s'est produit. Lorsque je suis arrivée au dernier étage, au bord de la syncope, Eric se tenait raide comme un piquet, alors que je m'étouffais à moitié en tentant de retrouver mon souffle. Je me suis traînée jusqu'à lui, j'ai levé les yeux et je l'ai regardé. Il était blême et il ne disait plus un mot. J'ai mis ma main sur mon épaule pour me dresser. Il n'a même pas vacillé. Eric, Eric, tu m'entends? Réponds-moi, merde. Il y a quelque chose en bas, viens voir. Chut, ne parle pas si fort. Elle va t'entendre. Quoi? Qui ça? Qui va nous entendre? Bon sang, je te dis qu'il y a quelque chose en bas. J'ai furieusement chuchoté d'ailleurs en réponse. Clairement, j'avoue Véro. Mais au lieu de me répondre, il s'est contenté de lever le bras en tendant le doigt vers quelque chose. J'ai rapidement balayé l'endroit du regard, mais je n'ai rien vu. Puis j'ai pointé la caméra dessus, et là, j'ai bien vu quelque chose sur l'écran. Et ce quelque chose ressemblait à la silhouette que j'avais vue en bas de la rampe. J'ai été prise d'un violent maux de tête à m'en taper le crâne contre le mur, mais Eric restait figé sur place alors que je tenais à lutter contre la douleur. L'odeur de fleurs pourries emplissait l'endroit. C'était infect. Voyant qu'Eric ne réagissait pas, je l'ai giflé de toutes mes forces, laissant la marque presque de tous mes doigts sur sa joue. Il n'a pas bougé d'un pouce. Après, on en parlera à la fin, Véro. Garde ta question pour la fin. Mais la peau de son visage a commencé à onduler, d'abord doucement, puis de plus en plus violemment, pour finir par se fissurer comme un masque de cire. Je ne savais plus quoi faire ni où aller. Horrifiée, j'ai lentement reculé jusqu'à ce que mon talon heurte une pierre. Je suis tombée dos au mur. Les fissures sur le visage d'Eric
s'élargissait de plus en plus et des ronces ont émergé de partout. Puis des boutons de fleurs ont commencé à pousser sur les ronces pour finir par exploser, libérant des milliers d'insectes. La terreur que je ressentais a pris le contrôle. Je me suis enfuie à toutes jambes vers la seule issue disponible, l'étage supérieur. Une surprise de taille m'attendait. Eric était là, en chair et en os. Il s'est tourné vers moi, me fixant avec des yeux ronds. Je me suis jetée dans ses bras, manquant de le faire tomber à la renverse. J'étais hystérique. Il ne semblait pas comprendre ce que je lui disais. Il m'a assise dans un coin et il a attendu que je me calme un peu. Je regrettais amèrement de m'être laissée embarquer dans cette visite sauvage. Après avoir enfin réussi à lui raconter tous les événements, Eric a accepté de redescendre à l'étage inférieur et comme je ne voulais plus me retrouver seule, je l'ai suivi et nous avons parcouru les quelques mètres de la rampe avec la plus grande précaution. Mais il n'y avait rien et nous étions à nouveau au deuxième étage. Comment était-ce possible? Je me souviens pourtant d'être montée de 2 étages et pas d'un seul. Eric était perplexe lui aussi, car autre chose avait changé entre-temps. La rampe d'accès au rez-de-chaussée était de nouveau là. C'était à la fois effrayant et rassurant, et nous nous sommes dépêchés de redescendre pour revenir dans le hall de départ. Nous n'avons pas eu le temps de nous parler pour tomber d'accord sur la suite à donner à l'exploration. Il fallait définitivement foutre le camp de cet endroit. Mais elle en avait décidé autrement et n'en avait pas fini avec nous. Un couinement s'est à nouveau fait entendre dans notre dos, mais cette fois-ci, ça se rapprochait de plus en plus au lieu de s'arrêter. Nous aurions dû courir au lieu de nous retourner, mais nous avons fait le mauvais choix. Dans le hall sombre et poussiéreux, il y avait un fauteuil roulant qui avançait sans que personne ne le pousse. Eric m'a arraché la caméra des mains pour filmer la scène. L'excitation du paranormal lui a fait oublier toute notion de prudence. J'ai tenté de le tirer par son t-shirt pour l'emmener vers la sortie, mais il ne voulait rien savoir et continuait son live malgré le danger. J'ai agrippé la caméra et j'ai tenté de la lui prendre de force. Il a lâché prise. Pas parce qu'il avait finalement compris qu'il fallait partir, mais parce que quelque chose d'invisible l'avait attrapé et l'avait assis de force dans le fauteuil pour l'emmener à l'étage. Je l'ai entendu hurler de toutes ses forces, mais j'ai été lâche et je me suis enfuie à toutes jambes. La caméra est restée sur place et a continué à fonctionner un moment. Je le sais parce que j'ai retrouvé l'enregistrement que quelqu'un avait fait de la vidéo avant qu'elle soit retirée de YouTube. Et sur l'enregistrement, on voit Eric qui rit de façon incontrôlée. Mais ce qui m'a encore glacé plus le sang, c'est qu'au milieu de ces rires, on entendait autre chose de plus en plus inquiétant, mon propre prénom. Coucou Simien, comment vas-tu ? Ça va bien et toi? En congé aujourd'hui? Est-ce qu'il fait bon chez toi? Pas vraiment, juste offline. Très chaud, oui. Oui, tu fais comme moi, quand t'es en repos, tu travailles quand même. Je voulais te dire, j'ai vu le feu d'artifice, parce que je sais pas si tu as vu mon commentaire. J'ai vu le feu d'artifice du 14 juillet.
J'étais en Lurk, mais je l'ai vu. Puis hier aussi, j'étais en Lurk tout le temps. Jusqu'au moment où il y a eu l'orage, je pense. Sinon, j'ai tout le temps été en Lurk. Mais je vois, hein, je vois. Euh, alors, Véro, ta question était la suivante. Tu disais, qu'est-ce que vous feriez si ça vous arrivait? Mais avec plaisir, hein, avec plaisir. Mm. Mais ça, je pense que la plage, c'est plus quand il retourne vers l'endroit où Camille elle habite. Et en fait, il y a deux choses que vous avez pu remarquer au cours de quasiment toutes les enquêtes que l'on a faites. C'est que c'est extrêmement rare que je vais à l'étage, sauf quand je m'en vais faire du repérage vite fait. Euh, Pas trop le temps, mais je vais y aller une fois dans l'été. Oui, voilà. Mais tu y vas en général et tu fais toujours des vlogs. Il y a quelques années de ça, tout dans les tout débuts, rappelez-vous, ma première enquête urbex s'est faite avec et grâce à Kevin et il y a son coéquipier des couloirs du temps. Pour ceux qui me connaissent depuis l'époque, vous avez dû voir cette enquête et on passait aussi en radio sur Énergie. Et cette enquête s'est très très bien passée. Euh, C'était vraiment très bien. Et puis, quelques temps après, je me suis liée, entre guillemets, d'amitié avec les Solis. Et on a fait quelques enquêtes ensemble jusqu'au temps où nous avons été dans une maison. Euh, et dans cette maison, bah, nous sommes rentrés et on a décidé de faire des investigations à l'étage. On était venu en repérage, on avait tout repéré bien longtemps avant, on avait fait des vidéos, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, dans mon équipe, j'avais ma fille et Joe. Et elles, donc les Solis, elles étaient restées à l'étage en dessous et moi j'étais partie faire mon enquête au grenier. Et puis pendant cette enquête, il y a eu des choses qui ont été jetées sur le toit et des choses qui ont été lancées dans les carreaux. Et les filles ont paniqué, on est redescendu. Et on n'a pas compris ce qui s'était passé parce qu'on a été poursuivi en voiture quand même sur, je pense, une quinzaine de minutes. Alors il y a des gens qui ont cru que c'était fake, que c'était un truc qui avait été arrangé et tout, mais pas du tout. On a vraiment été poursuivi en voiture par deux voitures différentes. Et on a réussi à les semer quand on était sur Maubeuge. Parce que Soso connaissait des endroits et des rues que ces gens ne connaissaient pas. On n'a jamais su les tenants et les aboutissants de ce qui avait été jeté sur le toit, pourquoi on avait été canardé, pourquoi on avait même été poursuivi en voiture. Et personnellement, depuis lors, je suis extrêmement réticente à faire quelque chose à l'étage. Et bien souvent, vous pouvez remarquer que même quand il y a eu des étages, je n'ai pas été voir ou j'étais juste jeter un œil pour voir s'il y avait personne. Et je reste en bas. Et je fais toujours en sorte d'avoir des portes de sortie
porte ou fenêtre, mais d'avoir un moyen de sortir du bâtiment, au cas où. Pour vous faire peur, pour vous faire sortir du bâtiment. Oui, après, on s'est demandé si on n'avait pas dérangé des trafiquants de drogue. Parce que le coin était super reculé, il y avait une usine, il y avait plein de trucs. Et je pense que c'était ça. Mais quand on est rentré la première fois, on avait entendu siffler, mais on n'a pas relevé le truc. Non, c'était pas des squatteurs. Déjà, des squatteurs, c'est là, ils sont pas en voiture et ils vont pas te poursuivre sur la route. Donc moi, je pense que c'était plus pour de la drogue. Alors, est-ce qu'ils avaient caché de la drogue? Est-ce qu'ils ont jeté de la drogue? J'en sais rien. Voilà, c'est ça. Et depuis même quand il y a des étages, je vais voir, comme quand on avait été à la maison incendiée, ben, il y avait un étage, j'ai été voir en haut. Mais après, je suis redescendue et on a fait les enquêtes en bas. Quand on a été à l'usine, où je voudrais bien retourner d'ailleurs avec Nancy, où vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mimi, elle avait peur. Je pense que je vais demander à Nancy si elle veut pas retourner avec moi. Eh bien là, ben en plus Véro, il était là quand on avait fait le repérage. Les escaliers sont super dangereux, mais j'avais quand même été vérifier l'étage, voir si on savait se mettre, se cacher quelque part, etc. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on fait les repérages avant. Après, quand on fait les repérages et qu'on va avant, avec des jours avant, ça sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose parce que dans le sens que il peut ne rien avoir une semaine avant et y avoir des gens la semaine qui a suivi. Et il y a eu aussi... ouais, c'est ça, faut faire ça le jour même. Moi, en général, quand j'arrive, je vais visiter partout avant. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est sûr que tu vas bronzer chez toi. Donc voilà, c'est déjà c'est un truc qui m'a toujours laissé perplexe. Après, j'ai toujours de quoi me défendre sur moi, mais bon, on ne sait jamais, il faut rester prudent. Là, pour l'instant, je vous dis, avec le festival, ben, je vais attendre parce que ce sera plutôt risqué. On va avoir pas mal de gens de tout pays, possible, inimaginable. Donc, on va rester prudent. Mais je pense que la semaine prochaine, j'ai envie de demander à Nancy pour venir avec moi à l'usine. Donc ça, je vous tiendrai au courant. L'usine, la fameuse usine, je ne sais pas si vous vous en rappelez, que j'avais même été tester le réseau 2 jours et où le réseau passait super bien. Et puis qu'après, le réseau ne passait plus. Donc, j'ai pas trop compris le pourquoi et le tenant. Mais je vous tiendrai au courant. Voilà. Tu te souviens? Voilà. Il me semblait bien que toi, tu étais là et que même j'étais montée. Mais je pense on va retourner là. J'aimerais bien reprendre les énergies qu'il y a là. L'usine dans la forêt. C'est pas dans une forêt. C'est près d'un canal. Il y en a une dans la forêt tout près de chez moi. Flora, elle a été il n'y a pas longtemps. Euh, il faudrait que je lui demande si elle serait OK de m'y emmener. Où il y a des chemins? Non, c'est ça. Je disais que je n'aimais pas les escaliers. Et ou même j'avais été chercher la caméra, rappelez-vous, pour les problèmes de réseau et que j'avais laissé Mimi toute seule et qu'elle n'était pas à l'aise de rester toute seule. Et où la première fois,
On n'a pas fait la Ouija parce qu'elle ne se sentait pas bien dans le lieu. Et la deuxième fois, il n'y avait rien qui fonctionnait parce qu'elle était super énervée, parce qu'il y avait des jeunes qui étaient sous le pont du canal. Et du coup, ça l'avait fait paniquer. Toi, tu parles de la forêt. Je pense bien que tu parles de la forêt. Après, on a fait pas mal d'endroits. J'ai des endroits à aller voir et à les repérer, puisque j'avais acheté la carte, mais il y a beaucoup de lieux qui ont été soit saccagés, soit qui sont squattés à mort. Donc du coup, j'hésite fortement à y aller. Bon, allez, on va encore se faire une petite histoire qui reste, dans le même ton que celle dont on vient de parler. Moi, j'aime bien l'endroit où ça fait tic-tic avec le truc pour la fumée. Ah, tu parles de la maison là. Faudrait que j'y retourne aussi là. Là, on est en totale sécurité. Ça, le lieu est complètement fermé d'ailleurs. Donc ça, c'est un avantage. Et il faudrait que j'y retourne, c'est vrai. On a souvent de très très bonnes interactions dans cet endroit. De toute façon, ça sera notre plan B, hein. Je vais voir avec Nancy si jamais ça ne serait pas bon au niveau du réseau ou quoi que ce soit, eh bien... oui, non, c'est pas le truc incendie, c'est une ancienne alarme, mais pas incendie. Ben oui, je vois où tu veux dire. Là, c'est vrai que tu rentres, tu te places, tu t'installes, tu es complètement protégé. Et là, tu peux faire en haut, en bas, au grenier, à la cave, partout. Elle va mieux, tu vois, venir avec nous, elle va mieux. Alors, cette histoire s'appelle « J'ai exploré un asile abandonné ». Tous les êtres humains sont motivés par la curiosité. Et il y a toujours dans notre esprit ce désir irrésistible d'explorer l'inconnu, le mystérieux. En ce qui me concerne, je retire cette montée d'adrénaline de l'exploration urbaine qui, comme son nom l'indique, consiste à explorer des bâtiments et des structures abandonnées, laissées à la merci de Mère Nature. L'exploration urbaine est très populaire de nos jours grâce à Internet. Si vous en pratiquez et que vous avez un compte YouTube, il y a de bonnes chances que vos vidéos deviennent virales. Explorer des endroits abandonnés reste toujours dangereux. Ces dangers comprennent entre autres les planchers, les plafonds qui s'effondrent, les moisissures toxiques, les problèmes avec la police, les bagarres entre gangs, on en parlait justement, etc. Il y a souvent, bien sûr, des témoignages d'aventures paranormaux dans certains endroits. Étant donné leur passé sordide et dérangeant, cela me paraissait logique. J'ai moi-même été confrontée au paranormal auparavant. À l'université, je suis actuellement des cours de cinéma pour décrocher un diplôme en production cinématographique. Pour Halloween, notre professeur, M. Anderson, nous a assigné un projet spécial pour ce thème. Nous devions créer un court-métrage d'horreur. J'ai eu l'idée de faire un film sur des événements terrifiants de la vie réelle. Aller dans un endroit hanté et filmer quelque chose de surnaturel, d'effrayant. Je voulais que mon projet balaye celui des autres élèves. Tous les endroits que j'avais explorés jusqu'à maintenant avaient absolument zéro activité paranormale, mais après plusieurs recherches et démarches administratives, j'ai fini par trouver l'endroit parfait. Aux abords de la ville, au sommet d'une colline, se trouve un complexe de bâtiments
qui était autrefois un hôpital psychiatrique. La bâtisse ne dégageait aucune impression de modernité. Lorsque vous regardiez les imposantes tours de pierre, vous aviez l'impression d'être au beau milieu d'un jeu d'horreur. Je vais vous présenter un peu de son histoire, sans vous ennuyer avec de nombreux détails. L'asile a été construit à la fin des années 1800. Ce dernier, le propriétaire, croyait qu'il fallait offrir aux malades mentaux de grandes chambres, de l'air frais et du soleil pour les guérir. L'asile était supposé être un lieu sûr, confortable, mais il est finalement devenu l'enfer sur terre pour ses patients. Selon les enquêteurs fédéraux, des patients forçaient les portes de leur chambre et se livraient à des meurtres sanglants sur quiconque se trouvait sur leur chemin, tuant un grand nombre de membres du personnel. Les suicides étaient courants là-bas, des patients se pendaient à l'aide de draps ou plongeaient la tête dans des marmites d'eau bouillante qu'ils trouvaient dans la cuisine. C'est ça, Stella. La torture d'innocents était devenue une norme. Certains étaient enchaînés depuis tellement longtemps que leur peau avait poussé sur les liens qui les retenaient. D'autres étaient obligés de subir des bains d'eau bouillante ou glacée pendant des heures et des heures. Certains avaient même subi des lobotomies. Pendant la procédure, un pic de glace s'était inséré dans l'orbite d'un patient pour déconnecter le lobe frontal du reste du cerveau. L'opération laissait des séquelles irréversibles. Ceux qui survivaient devenaient infirmes, d'autres étaient réduits à l'état de légumes. L'établissement a fini par fermer ses portes en 1980 à cause des abus répétés et des négligences. Avec la sécurité impressionnante déployée pour garder l'endroit, il était presque impossible de s'y introduire par effraction. Les rares adolescents qui ont réussi à le faire ont raconté toutes sortes d'histoires folles. Des portes qui claquaient sans raison, des fauteuils roulants qui bougeaient tout seuls, des cris désincarnés. L'un des couloirs du bâtiment avait été surnommé le couloir des ombres, car des silhouettes sombres le parcouraient régulièrement. Je voulais à tout prix visiter cet endroit, mais je n'étais pas stupide au point de me risquer toute seule et d'avoir des problèmes avec la justice. Heureusement, mon meilleur ami John est le fils du shérif et je lui ai demandé de nous arranger le coup. Ça a fonctionné à merveille. Le gardien a accepté de nous ouvrir la porte et j'avais le mot d'autorisation du shérif dans ma poche au cas où on rencontrerait un garde de sécurité qui ne serait pas au courant. John était également mon binôme sur ce projet. Étant autant mordu d'histoire que moi, il a aussi fait des recherches sur le passé de ce bâtiment et a imprimé une copie des plans qu'il a pu trouver sur Internet pour qu'on puisse s'orienter pour notre exploration. Une fois dedans, nous avons été ébahis par l'état de l'intérieur. Il était dans un état presque parfait, comme s'il n'avait pas été fermé. Comme s'il avait été fermé que la veille. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise ? Grâce aux efforts de la police, personne n'avait eu l'occasion de le vandaliser ou de taguer les murs. Le plafond ne s'était pas effondré. Dieu merci, je ne voulais pas que des débris me tombent dans le cou. Le seul dégât visible était le papier peint qui se décollait. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment avait été abandonné quand l'hôpital a fermé ses portes. Des fauteuils roulants, des lits, des seringues, du matériel médical, des papiers étaient éparpillés dans presque toutes les pièces. Après une trentaine de minutes,
Nous avons trouvé la salle des traitements par électrochoc où plusieurs patients avaient connu un décès douloureux dû au courant trop élevé pour que les corps puissent le supporter. Ça me dirait bien aussi, tu sais, moi. Je serais assez hype de faire ce style de lieu. Et regarde, John pointait le mur, 2 épais cordons électriques y étaient attachés. Il a souri et m'a regardé. Tout l'argent du monde ne me convaincrait pas de brancher ces trucs au bras. Sans blague, j'ai répondu d'un ton sarcastique. Nous avons quitté la salle de thérapie et nous sommes engagés dans un long couloir sombre. Le bâtiment n'était ni plus ni moins qu'un énorme labyrinthe. Nous l'avons vu en même temps. Une ombre noire géante a émergé du sol, les yeux verts brillants fixés sur nous. Mes mains tremblaient d'excitation alors que je pointais ma caméra vers la chose et au bout de quelques secondes, elle disparut. « Tu as réussi à filmer ça? Oh mon Dieu !» s'exclame John, bien entendu, et j'ai souri. John m'a donné une grande tape sur l'épaule. On va explorer tous les autres. Notre projet sera le meilleur. Au même moment, ma caméra s'est éteinte et j'ai essayé de la rallumer plusieurs fois sans succès. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il y a? La batterie est morte? Ça n'a aucun sens. Je l'ai chargée juste avant que l'on parte. Ça va vous rappeler des souvenirs. John a haussé les épaules. C'est peut-être à cause des fantômes. Plusieurs enquêteurs du paranormal disaient la même chose concernant leur équipement électronique. On a capturé le fantôme, c'est déjà bien, et suffisant pour surpasser tous les autres projets. C'est une possibilité, mais nous avons encore toute la deuxième partie du bâtiment. On n'a pas laissé une batterie vide nous arrêter, pas vrai? Nous avons donc continué notre aventure. Après quelques minutes, nous avons fini par nous retrouver dans l'aile D, là où étaient enfermés les patients les plus violents. De chaque côté du couloir, les portes des chambres en bois étaient munies de hauts verrous. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. Sans avertissement, toutes les portes ont violemment claqué simultanément. Nous nous sommes complètement fichés. Puis, elle est apparue. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, j'arrive, je pense que Chachou veut sortir. Attendez, hein, j'arrive. Retenez où j'étais. Hein. Voilà, je suis là. Je joue quand il décide, c'est tout de suite. Puis, elle est apparue et il n'y a pas eu de flash de lumière, ni brouillard, ni aucun des effets qu'on voyait dans les films d'horreur. Elle est juste sortie de nulle part. Elle portait une simple robe d'hôpital blanche. Sa peau était aussi blanche que les ossements. Ses yeux n'avaient pas de pupilles, pas d'iris, pas de veines. C'était juste des cercles blancs, vides. Quelques mèches de cheveux blonds encadraient son visage. Elle a parlé. « Vous, pourquoi êtes-vous ici tous les deux? Vous êtes là pour me faire souffrir, n'est-ce pas ?» Malgré son apparence terrifiante, sa voix était douce et agréablement mielleuse. Nous étions paralysés par le choc. Elle a donc poursuivi. « Docteur,
Vous m'avez dit que tous les deux, que vous vouliez me soigner pour que je puisse revenir dans la société, mais vous m'avez menti. Je savais que vous mentiez. À chaque fois que vous m'enfermiez dans une pièce vide et à chaque fois que vous m'électrocutiez, que vous brûliez ma chair, je voyais ce regard maléfique de joie et de satisfaction dans vos yeux. Vous ne vouliez pas me guérir. Je n'étais qu'une expérience pour vous, un cobaye avec lequel vous vous amusiez. Finalement, vous vous êtes lassé de moi. Vous vouliez donc réaliser une ultime expérience. Alors que j'étais pleinement consciente, vous m'avez attachée à une table d'opération. Vous vouliez découper mon cerveau en morceaux et me regarder hurler d'agonie. Vous vouliez me tuer de la manière la plus douloureuse possible. Et vous preniez du plaisir à regarder mes vaines tentatives pour me défaire de mes liens. Vous avez réussi. Mon regard s'est baissé vers ses mains et j'ai vu l'objet qu'elle serrait dans sa main, un pic à glace. Elle a remarqué mon regard et a souri. Alors qu'elle souriait, toute sa peau s'est déformée, son visage s'est tordu, la rendant encore plus hideuse. Vous voyez, docteur, tout ce que je veux, c'est une petite revanche. Est-ce trop demandé? Sa bouche est alors ouverte sur un trou énorme béant, et elle a laissé échapper un hurlement, le plus fort, le plus glaçant que j'ai jamais entendu de toute mon existence. C'était pas un hurlement normal, il pénétrait dans ma tête et occupait toutes mes pensées. Il a soulevé toutes mes peurs et les a amplifiées au point que elles provoquaient des vagues de douleur insupportables dans tout mon être. Je ne savais pas comment décrire cela autrement. C'était comme si elle incarnait la peur elle-même. « Cours !» a crié John. Elle s'est précipitée vers nous avec une rapidité fulgurante. Nous nous sommes enfuis en courant, portés par la peur. Nous avons dévalé les escaliers et une fois au rez-de-chaussée, nous avons sauté par une fenêtre sans vitre et une fois dehors, elle ne nous a pas suivis. Elle est partie. Le visage de John était blanc de peur. J'ai inspiré profondément, je crois. Elle a pointé un doigt tremblant vers l'hôpital. Je ne remettrai plus jamais les pieds là-bas. Ce que le docteur lui ont fait subir l'a rendue mauvaise et maléfique. Nous sommes rentrés chez nous, trempés de sueur et regardant derrière nous toutes les secondes. Et oui, nous avons eu des cauchemars. Qui n'en ferait pas après une telle expérience? Je ne vais pas conclure cette histoire en vous disant de ne pas visiter des bâtiments abandonnés avec un passé aussi chargé. Je sais que cet avertissement n'atteindra personne. La curiosité est bien trop forte. Je vais simplement vous demander d'être prudent. Parfois, la pratique de nos loisirs peut conduire à des résultats inattendus. Et au fait, si on peut considérer cela comme une compensation, nous avons eu la note maximale à notre projet. Oui, elle était en colère, c'est ça. Et ça peut clairement arriver, hein, vraiment, dans la vraie vie, de tomber sur une entité en colère, mais pas, d'avoir des effets de ce style, quoi. Mais pas de ce style. Eh ben, quelle histoire, hein? C'est ça, elle voulait se venger. Exactement. Bon, attendez, je vais repasser en plein chat. Voilà, voilà. C'est vulgarisé, le maléfique, je trouve. Oui, c'est ça.
C'est imagé après, hein, ça fait très film de cinéma. Mais, clairement, vous pouvez tomber sur une entité qui veut se venger. Mais tu rentres dans ce genre de lieu avec un tel passé, tu te sens mal dedans. Oui, c'est ça. Ça, je suis d'accord. D'ailleurs, quand j'avais été à la secte, euh, cet endroit, j'y étais 2 fois, hein, puisqu'on y est retourné par la suite. euh, il y avait tellement de douleurs, tellement de femmes qui ont vécu des choses atroces dans ce lieu que, que ça donnait par un moment l'envie de pleurer. Tu resterais quand même? Oui, je pense. Je pense. Je pense parce que justement, ça euh, c'est imagé. Mais si ces personnes, elles ont besoin d'aller en paix et que je suis dans le lieu, ben, si je peux faire quelque chose pour ces âmes, c'est ça, c'est là. C'est vraiment ça. Mais le problème, c'est que je n'ai pas ça que quand j'y vais vraiment. Je peux avoir ça aussi en étant sur un live enquête et être connecté au lieu et de ressentir des choses inexplicables. Oui, je sais, Ryan, je m'en souviens. Oui, d'accord, Véro, je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est à nous à parlementer avec elle. C'est à ça aussi que ça sert. C'est justement d'essayer de parlementer avec eux, de leur faire comprendre déjà qu'on n'est pas les médecins concernés, qu'on peut les aider, qu'on veut bien les écouter, qu'on comprend leurs souffrances. Et s'ils veulent vraiment de l'aide, eh bien, ils accepteront. Après, il y en a qui ne veulent pas, hein. C'est déjà arrivé que on tombe sur des entités qui ne veulent rien savoir. Je me rappelle que au manoir de la Dame Blanche, on avait tout fait. La dernière fois qu'on a été, avant qu'on mette le feu et que maintenant il soit vendu, j'avais tout fait pour que ce couple, il aille, mais il ne voulait pas. Il voulait rester dans le lieu. C'est ça, Véro. D'ailleurs, je ne sais pas si Simia, il est encore là, mais dans l'hôpital où Simia y va, il y a des choses très particulières qui se passent et je pense qu'il va le 20, si mes souvenirs sont bons. Mais à sa dernière enquête, j'étais très très mal, mais très mal. Mais en fait, c'est pour ça que le mot maléfique est mal interprété parce que tu es peut-être en colère et c'est pas maléfique, c'est ça. Après, c'est considéré comme étant des entités maléfiques parce qu'elles veulent faire le mal, parce qu'elles veulent se venger. Est-ce que tu as déjà eu une maison où tu dis non, je rentre pas ici? Euh, C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois, mais c'est plus parce que c'était compliqué d'y entrer et que une fois qu'on avait été dedans, on n'avait pas de choix vraiment de sortie et qu'avec le matériel, ça pouvait être potentiellement dangereux. J'avais été le voir avec Mimi. D'ailleurs, Mimi, elle avait fait une chute ce jour-là. Et
Et en fait, il fallait faire tout un tour et c'était extrêmement dangereux. Et après, j'ai eu Flora. Et Flora m'a fait un message, elle m'a dit surtout, Lily, ne va pas dans le lieu que je t'ai donné parce que il y a des squatteurs. Et en fait, j'ai pas voulu insister. J'ai dit à Mimi, tu sais quoi, s'il faut passer par là, c'est trop dangereux pour passer avec le matériel. Alors de jour, c'était totalement possible. Mais de nuit, ça aurait été trop dangereux et je lui avais dit: «On n'a pas beaucoup de moyens de sortir du lieu et ça potentiellement, ça pourrait être dramatique». Ah oui, OK, pas à cause du ressenti, mais plutôt de la sécurité. C'est ça, c'est ça. La première chose que je fais quand je vais dans un lieu, c'est de me mettre en sécurité. Potentiellement, je regarde tout le temps pour qu'on ait une fenêtre de sortie, une porte de sortie, un endroit pour sortir. Je sais que un endroit où je me rappelle où j'ai été plein de fois, c'est le couvent des écoliers qui aujourd'hui a été abattu, hélas. Et cet endroit, d'ailleurs j'en ai les frissons, rien que d'en parler. Cet endroit relevé, il y avait une entité là-dedans, très 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 étrange. J'ai eu des endroits où je me sentais observée, ça m'a dérangée avec ces énergies désagréables. Oui, il y en a où les énergies sont désagréables. Au couvent des écoliers, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose que certains attribueront à du bas astral et que ça pourrait en être, entre guillemets, donc une entité à basse fréquence. Rien ne t'empêcherait de rentrer dans une maison si sécurité est ok. Oui, non, j'y vais. J'y vais. J'y vais. Rappelez-vous l'endroit où on avait été aussi avec Mimi et où on a eu ce fameux gros raid et où j'ai pété les plombs sur le raid et où on a eu l'espèce de bruit énorme, où Mimi elle a super flippé cette fois-là aussi. Ben, en fait, j'ai réagi de mes deux tensions parce que elle a eu super peur et moi, c'était monsieur. Pourquoi? J'ai juste dit monsieur. Je n'ai pas eu la peur au ventre et c'est vrai que dans ce lieu-là, il y avait aussi une énergie assez étrange. Mais le lieu a été fermé par la police. Le lieu a été fermé par la police. Il y a des bandes de la police. Et ça, une fois que c'est fait, c'est fini. Vous ne savez plus y aller. C'est trop dangereux. Parce que si vous défaites des scellés, il peut s'être passé n'importe quoi là-dedans. Il y a peut-être quelqu'un qui a été tué. Il y a peut-être eu du trafic de drogue ou quoi que ce soit. Donc là, c'est niet. Puis il y a aussi la gare, l'ancienne gare, mais celle-là, elle n'est pas accessible en été parce que je pense que c'est celle-là que vous me parliez avec tous les chemins où je suis même tombée plusieurs fois. Celle-là, j'aimerais aussi y retourner, mais ça, il faut attendre le début de l'automne. Donc, si je dois en refaire une dernière, ça sera dans ce lieu-là, une dernière avant l'hiver. Comment tu gères une personne qui panique d'un coup en enquête? Alors, quand je vis comme ça en enquête et que la personne elle panique, ben, elle doit absolument prendre sur elle. Parce que moi, je gère tout le restant, donc tous les bruits, tout ce qui se passe autour de moi. Et je ne suis pas quelqu'un qui panique. Vous avez pu le voir à plein de reprises, je ne suis pas le style de personne qui panique. D'ailleurs, la panique n'arrange rien. Si vous paniquez, vous pouvez vous mettre dans une situation inconfortable. Et du coup, en général, je panique pas.
Même quand il y a eu cette histoire où on a eu les trucs qui ont été sur le plafond, enfin sur le toit et dans les carreaux et tout, je pense que j'ai été la seule à ne pas paniquer. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais, mais la personne doit prendre sur elle parce que c'est pas moi qui vais la déstresser, hein. Quand vous venez avec moi en enquête, vous devez être conscient que c'est pas moi qui vais vous gérer. Vous devez vous gérer tout seul et moi, je gère tout le restant. Mais, euh, mais ça, ce sera tout le temps comme ça. Après, je peux comprendre, hein, et si on vient me parler, j'écouterai et je répondrai, mais je ferai en sorte que la personne soit rassurée, certes, mais c'est pas moi qui vais la prendre en charge. Elle doit se prendre en charge toute seule, parce que si elle prend l'initiative de venir avec moi, ben, c'est qu'elle est elle est, elle sait très bien ce qu'elle fait et ce que potentiellement elle peut rencontrer. Donc, que ce soit humain, que ce soit entité, que ce soit n'importe quoi. Voilà. Potentiellement, c'est un risque de le faire. C'est ça. Il faut rester calme. Il faut rester calme. Euh, donc voilà. C'est un truc très important. Très important. D'ailleurs, je me rappelle que Alex, quand il faisait ses enquêtes, quand il était accompagné, entre guillemets, il était un peu rassuré, mais faut savoir que quand il faisait ses enquêtes tout seul, avec tout son matos, bah, il gérait très très bien. Et je le dis, et je l'ai déjà répété plein de fois, c'est parce que je sais que potentiellement c'est dangereux par rapport aux entités, par rapport aux humains, parce que par rapport aux entités, pour moi, euh, ça ne me dérange pas d'y aller toute seule. Ça se trouve, tu serais calme, Véro. Stressé, non. Énervé, oui, mais énervé à cause des personnes qui étaient avec moi. Ça, oui. Mais pas. Les personnes qui sont avec moi peuvent me stresser. Et ça, je ne veux pas. Donc, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je veux vraiment des personnes qui sont liées avec les énergies et qui comprennent les énergies et qui savent interagir avec les énergies. Sinon, c'est pas possible. C'est possible aussi. Ça, c'est possible, Véro. Oui, c'est plus ça. C'est plus ça. C'est plus ça. Après, j'avais fait un lieu où c'est avec David, quand on faisait encore les enquêtes, un lieu où j'aurais aimé retourner. Et j'avais plus l'adresse, donc je n'ai jamais su y retourner. Mais celui-là, j'aimais particulièrement cette maison. J'avais eu un contact avec un jeune homme. J'ai quasiment été obsédée par ce défunt jusqu'au temps que j'ai eu terminé avec lui. Je te donnerai l'adresse. Ah, mais ça, ce serait sympa. Franchement, oui. J'aimerais vraiment y retourner. Mais c'était le Logan qui l'avait. Il me l'a jamais donné. Et du coup, j'ai jamais pu y retourner. Après, par respect pour la personne qui me permet de faire l'enquête, je pense que je serai calme, mais je vais tout intérioriser, donc c'est pas bon pour moi après. Non, clairement, clairement, c'est vrai. Oui, bien sûr, si tu la retrouves. Je me rappelle qu'il y avait un grand parking. Je pense savoir la ville où c'était, mais exactement par où on avait été. En plus, c'était pas moi qui conduisais ce jour-là, donc du coup, je me rappelle plus trop. Et puis ça date déjà, quand on avait été, David, ça date déjà d'il y a oh, super longtemps. Bon, allez, il est 23 heures, on va faire le raid. Je regarde qui c'est qui est en live, hein.
On va aller chez Grégory. On va aller chez Grégory aujourd'hui. Caro, elle est occupée d'ailleurs à le modérer. Ça lui fera plaisir. Attends 5 minutes. J'attends. Je te l'envoie en MP l'adresse. Oui, tu peux me l'envoyer sur mon compte Facebook, mais sur Lily Célène, si tu l'as, ou alors dans le Discord, si tu es dans le Discord. Soit sur le Discord, soit sur le compte Facebook Lily Célène. Pas sur le compte Lily Purple Cats, hein, parce que j'y vais jamais. D'ailleurs, tu peux même faire une invitation hein, sur mon compte, je t'accepterai, hein, sans problème. De toute façon, j'ai Caro en ami, j'ai Tony et tout, donc tu devrais me retrouver. Bon, allez, on passe sur le salon de fin. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve vendredi pour le live paranormal sur la suite des poupées hantées. Bonne soirée. Ah oui, sur Twitch, tu peux me l'envoyer en MP, bien sûr. Je vous fais des gros bisous et à vendredi. Bonne soirée. Pour ça que j'aime bien quand je disais que je fais des soirées dédicaces où je dessine pour les gens, je trouve ça pas mal Mm. parce que comme les gens ils attendent le dessin